Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 203 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du trade de Pascal Siakam. Bon. Une nouvelle fois, j'espère que vous allez bien sûr, mais une nouvelle fois donc, chamboulement des programmes, bien sûr. On devait faire un duel de joueurs mystères, je l'avais annoncé, mais, énorme trade. Blockbuster trade, non, j'en rajoute un peu, pardon. Non, l'échange de Pascal Siakam qu'on avait vu venir, qu'on attendait et qui s'est officialisé il y a quelques heures à peine. Donc voilà, on change un peu la programmation, bien entendu. Il faut parler un peu de ce trade de Siakam. Le duel de joueurs mystères est enregistré, pas de souci, on le fera. Je le publierai la semaine prochaine, pas de problème. Et vous allez voir, il est sympa. Mais donc aujourd'hui, Siakam, on va essayer de balayer un peu tous les sujets. Et puis ensuite, voilà, l'hebdo, comme d'habitude, lundi prochain, ça vous le savez. Peut-être on en reparlera dans l'hebdo. D'ailleurs, je ne sais pas si j'oublie des points. Mais aujourd'hui, je voulais un peu juste allumer le micro et parler de ce trade rapidement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du trade de Pascal Siakam aux Indiana Pacers. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, le trade de Pascal Siakam. Donc, on y va. Quel est ce trade en question? Rapidement, les Indiana Pacers reçoivent Pascal Siakam, d'une part. D'autre part, Toronto reçoit en échange Bruce Brown, Jordan Nwora, un jeune extérieur de NBA, plus 3 futurs premiers tours de draft. Donc un de 2024 de Indiana. Donc a priori, on va être entre la place 10 et 20 ou 25, a priori. D'ailleurs, plutôt 15-25 d'ailleurs, je pense. Mais bref, donc un pick de Indiana, un pick de 2024 également, mais qui est un peu compliqué, qui va être un pick qui va se jouer, qui pourrait appartenir, enfin bref, entre Utah, Houston, les Clippers ou OKC, vis-à-vis de différents trades. Donc bref, donc un deuxième choix de 2024, qui ne devrait pas être si haut que ça, je pense pas non plus. Et puis, pour finir, un pick de 2026, de Indiana, donc des Pacers, qui est protégé à peine top 4, ce qui a priori ne devrait pas s'activer, hein, mais bon, c'est toujours la protection au cas où on a une saison catastrophique, mais a priori, avec cette équipe des Pacers, elle ne finira pas dans le top 4 de la draft, a priori, et vous avez vu la subtilité, pourquoi est-ce que c'est 2026, la fameuse Stepien Rule, donc du nom de Ted Stepien, bien sûr, dans les années 80, vous connaissez peut-être l'histoire, mais on n'a pas le droit d'échanger 2 tours de draft de 2 années consécutives, en tout cas pas à l'avance, donc voilà. 24 et 26 de Indiana, plus un pick bonus qu'ils avaient eu. Voilà en gros pour ce que reçoit Toronto. Et puis, ah non, d'ailleurs, pas et puis, également, Toronto reçoit Kira Lewis, on va en reparler, un jeune des Pelicans, puisque en effet c'est un trade à 3 équipes, et la 3e équipe ce sont les Pelicans, qui, eux, ne font rien, ne font pas grand-chose, si ce n'est donc éjecter Kira Lewis, et donc on peut enchaîner avec ce premier point qui est, rapidement, pourquoi ce trade se fait, c'est pour la luxury tax. Voilà, très simplement, vous le savez, en NBA, il y a un budget salarial un peu commun, qu'on a le droit parfois de dépasser ou pas, mais plus on le dépasse, plus on paye des taxes là-dessus, hein. On a un système très égalitaire, bien entendu, vous le savez, et donc le fait d'échanger Kira Lewis et de ne plus l'avoir dans le budget salarial, ça permet d'économiser pas mal, puisque chaque dollar qui dépasse le salary cap, ensuite la taxe elle est x2, x3, x4 ou x je sais pas combien, mais ça augmente très rapidement, hein. Ce sont des taxes dissuasives justement pour que personne en tout cas n'explose la masse salariale. Donc voilà, on n'est pas sur un hard cap, mais sur une taxe qui devient de plus en plus forte. Et donc, avec Kira Lewis, en se séparant de Kira Lewis, les Pelicans reviennent au niveau en tout cas réduisent leur luxury tax. Et comme d'habitude, quand on ne comprend pas un trade d'un point de vue sportif, c'est que
99 fois sur 100, on est dans une situation financière. Voilà, nous on est fan de basket, on suit le basket et l'aspect basket surtout, mais en général, quand il y a un trade qu'on ne comprend pas, ou quand il y a un trade où sportivement on se dit mais non, mais pourquoi c'est dommage, là encore une fois, en l'occurrence, il y a un jeune, Kier Lewis, qui a du mal à démontrer des choses en NBA pour l'instant, mais qui est encore assez jeune. Pourquoi est-ce qu'on s'en sépare pour rien? Voilà, la réponse, c'est toujours l'argent. Il y a toujours en haut de la chaîne un propriétaire, ou plusieurs d'ailleurs, propriétaires milliardaires qui veulent faire des économies. Donc voilà. Les Pelicans, ils sont là pour ça, juste pour la luxury tax. Mais au final, ça fait aussi un jeune plutôt sympathique, en tout cas qui ne coûte rien, à récupérer pour les Raptors. On pourra en reparler, mais c'est vrai que Kier Lewis, pour le coup, on est sur le 13e choix de la draft 2020, donc drafté assez haut dans la loterie, 13e choix en 2020. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais pas non plus hier, c'est pas non plus la draft de 2023. Et pour l'instant, en 3 ans et demi, on va dire, il est à 118 matchs NBA à peine. 118, à peine 1600 minutes NBA. Donc voilà. On est sur quelqu'un qui effectivement ne s'est pas du tout imposé aux Pelicans, ça on peut le dire, mais qui reste encore jeune, qui était un choix drafté assez haut, donc a priori avec certaines qualités. Donc ça peut aussi faire partie des bonnes pièces à récupérer côté Toronto, qui littéralement n'a rien coûté et qui peut être un pari pour l'avenir. Donc bref, voilà pour les Pelicans, c'est le côté luxury tax. Pas grand chose de plus à dire. Et donc, pour les Pacers, il y a plusieurs éléments à faire remonter, bien entendu. Le premier, sur lequel on peut passer relativement rapidement, c'est l'aspect sportif, qui, de toute évidence, est un gros plus côté Pacers. Bien entendu. Est-ce que vraiment j'ai besoin de développer le fait que rajouter un joueur de calibre All-NBA, et All-NBA pas seulement dans le passif, moi je pense que une bonne saison de Pascal Siakam, dans le bon contexte, ça peut recevoir des votes et être élu même en tant que All-NBA. Donc oui, pour moi un joueur de ce calibre-là, quand tu le rajoutes dans cet effectif-là des Pacers, bien sûr que ça fait du bien. En termes un peu plus de détails, non pas sur le niveau global, mais si on détaille un peu plus, il y a un côté initiateur, balle en main. C'est aussi ça, une des forces de Siakam, bien entendu. C'est que c'est un poste 4, entre guillemets, mais un poste 4 initiateur et porteur de balle. Donc il y a cet aspect-là qui peut faire du bien, côté Pacers, où, à part Liberton, on a du mal à avoir de vrais créateurs, de vrais initiateurs balle en main. Il y a de bons joueurs, évidemment, mais on est plutôt sur des profils de finition. Là, avec Siakam, donc on a un créateur supplémentaire, et en plus un créateur de bon niveau, à défaut d'être parfait. Ensuite, le fit sportif aussi, toujours là-dedans. Le fit également, entre guillemets, dans la raquette, ou en tout cas avec Miles Turner qui est évident, puisque Siakam est porteur de balle, et donc va avoir la balle. Et de l'autre côté, Miles Turner mobilise très peu de ballons, et en plus apporte du spacing et de la défense, donc c'est très bien. Et surtout le côté spacing, vous aurez compris, puisque de quoi a besoin Siakam? C'est d'espace pour opérer, parce que lui-même n'est pas un top shooter, mais parce que surtout, pour opérer dans l'espace, et en tout cas pour créer, il faut de l'espace pour opérer dedans. Donc le fit avec Miles Turner est génial, alors que dans d'autres contextes, avec des pivots moins shooters, ça aurait été moins bon, évidemment. Le fait que Indiana aussi vient rajouter du talent et de la compétence sur un poste où, pour l'instant, il n'y avait pas d'évidence, puisqu'en effet, on est sur une équipe des Pacers qui a des jeunes joueurs à l'intérieur, et notamment poste 4, certes, mais pour l'instant, aucun n'avait encore totalement explosé. Ils ont fait le pari Obi Toppin. Bon, on se rend compte que... Enfin, on le savait déjà un peu, mais Obi Toppin, on n'est pas du tout sur le même calibre de joueurs. On a aussi le jeune rookie, Jarras Walker, si je ne dis pas de bêtises. Bon, qui reste encore très jeune, il a à peine 20 ans. Donc oui, il y a quelqu'un sur le poste de facto. Mais voilà, qui était le titulaire jusqu'ici? C'était plutôt Aaron Nesmith. Sauf que là, Aaron Nesmith, pour moi, on est plutôt sur un poste 3 de formation, et même en termes de skills. Donc, le fait d'avoir Pascal Siakam, ça ne prive de minutes personne, puisque ça va juste permettre à Nesmith de pouvoir se repositionner en ailier, et donc d'avoir enfin de la compétence de très haut niveau au poste 4. Et ce qui ne veut pas dire qu'on va condamner Jarras Walker ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que pour l'instant, Jarras Walker, il a 20 ans. Donc oui, il va arriver, ça va mettre du temps, il va venir, mais pour l'instant, on a déjà un joueur de niveau All-Star, voire All-NBA dans des bons jours, donc c'est très bien. Donc l'aspect de venir ajouter finalement quelqu'un sur un poste où il y avait un manque, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal aussi. La polyvalence aussi, avec et sans ballon en attaque, bien entendu, puisque j'ai parlé de son aspect de porteur de balle, qui peut être très bien, mais évidemment qu'il y a un autre porteur de balle
aux Pacers qui s'appelle Tyrese Haliburton. Et ce qui est bien, c'est que Siakam, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles moi j'adore Siakam, c'est que justement il y a cette polyvalence. Et quand je dis polyvalence, c'est avec la balle ou sans. Bon, sans la balle, c'est un peu de catch and shoot, mais bon, pas des masses, c'est pas surtout ça qui m'intéresse, c'est aussi la polyvalence dans les manières d'être utilisé, et donc notamment parfois sur des pick and roll en tant que poseur d'écran. Ou alors en tête de raquette. Ou alors, voilà, sur post-up. Donc, bref, il y a plein d'aspects sur lesquels il peut être utilisé et de manière très diverse, et c'est, encore une fois, pour moi, une des forces de ce profil, c'est qu'on n'a pas affaire juste à un intérieur de post-up ou alors juste à un intérieur porteur de balle, c'est quelqu'un qui peut un peu toucher à tout. Et donc, notamment, qui peut aussi se combiner directement avec Haliburton. Donc ça, c'est bien. Et même quand il n'est pas directement impliqué dans l'action, il peut au moins faire un peu de catch and shoot. C'est pas des tonnes, c'est pas forcément respecté énormément par les défenses, mais c'est déjà ça. C'est pas un non-shooter total, je veux dire, donc il va pas handicaper la défense comme l'attaque, pardon, comme d'autres non-shooters absolus pourraient le faire. Il y a aussi un aspect, d'ailleurs, un peu avec cette polyvalence de transition aussi, où Siakam, c'est vrai que c'est un excellent joueur de transition, peut-être un des meilleurs parmi les stars, je pense, parmi les top 30, top 40 NBA, on va dire. On a un vrai joueur de transition très, très intéressant, notamment de par le fait que, bah oui, c'est un intérieur, entre guillemets, de poste et de formation, mais surtout, à partir du moment où, dans des situations où il va être celui qui prend le rebond et où son match-up direct, peut-être, est à côté de lui au moment où il prend le rebond, bah oui, ça peut être un moteur de transition évident et qui peut être un mismatch en transition, en tant que porteur de balle lui-même, mais aussi en tant que finisseur, parce que en tant que poste 4, c'est aussi quelqu'un qui, je pense, est au-dessus de la moyenne en termes de scoring et de dangerosité sur transition. Donc en plus, même sur les contre-attaques, on a cet aspect de avec la balle ou sans. Et je ne le précise pas, vous le savez, les Pacers sont une machine à transition et à contre-attaque. Donc là-dessus, c'est vrai que le fit est d'autant plus parfait, plus que certains autres stars, ou en tout cas joueurs de niveau équivalent, ne le seraient peut-être. Avec Siakam, on a en plus la transition. Et puis, évidemment, on a l'aspect défensif. Même si, je pense qu'on peut mettre de suite des nuances, ou en tout cas, la défense, c'est toujours quelque chose de très collectif, bien entendu. Et c'est vrai que je suis pas trop de l'école de pensée, du raisonnement un peu facile de on rajoute un bon défenseur, et de suite, ça change tout. On sait que ça marche pas aussi facilement que ça, malheureusement, sauf pour des pivots, bien entendu, où la seule présence d'un pivot peut changer la donne complètement pour une équipe. Là, avec Siakam, c'est pas totalement ça, mais tout de même, une fois qu'on a dit un peu cette petite nuance que c'est pas lui qui va transformer à lui tout seul le visage de cette défense et en faire une défense d'élite, non. Mais par contre, oui, ça rajoute de la compétence défensive évidente. Et puis, comme dit, ça permet aussi en plus de repositionner Nesmith peut-être en poste 3, et donc d'avoir un line-up beaucoup plus typé défensif. Ou des line-up beaucoup plus typés défensifs. Et puis, vous me direz, Bruce Brown aussi était un bon défenseur, mais certes, Siakam n'a pas le rayonnement d'un pivot. D'un Gobert, par exemple. Ok. Mais tout de même, l'importance de ce rôle-là défensivement, il est plus grand lui-même que l'importance d'un arrière défensif. À quel point est-ce que, on va dire, un ailier, un forward, voire quasiment un intérieur, hein, même si c'est un intérieur mobile, donc c'est moins qu'un vrai intérieur ancre défensive, mais ça reste un intérieur défensif relativement. Oui, c'est un profil qui peut avoir un bon impact d'un point de vue collectif, et plus, surtout, que quelqu'un qui n'est que, entre guillemets, un défenseur au point d'attaque, comme ça pouvait être le cas pour Bruce Brown. Donc oui, en plus de tous les bons aspects offensifs qu'on a pu aborder, le niveau de jeu global, on va dire, le fait que c'est un porteur de balle, ça manquait à cette équipe, le fait qu'il y ait ce jeu en contre-attaque dans lequel il peut se fondre complètement, la polyvalence avec ou sans ballon pour combiner directement avec des Miles Turner, des pick and roll entre gros, entre guillemets, ou alors avec Haliburton, ou alors avec d'autres shooters, le fait que ça rajoute du talent sur un poste où il y avait un petit manque, mine de rien, etc., etc. Voilà, il y a quand même plein de très bons éléments par rapport à ce fit entre Siakam et les Pacers, et évidemment, je ne développe pas en longueur, parce que voilà, encore une fois, on rajoute un All-NBA dans une équipe qui n'a pas un niveau de talent si haut que ça, donc oui, ça fit bien, évidemment. Donc l'attaque, et en plus la défense aussi, donc ça c'est cool. Imaginez des line-up avec Haliburton
un poste 2, un poste 3 qui est Naismith, un poste 4 qui est Siakam et un poste 5 qui est Miles Turner. Bon, mais voilà, finalement, on rehausse un peu le niveau défensif, hein, comparé à des Obi Toppin, comparé à des joueurs comme ça, tout en gardant en plus un bon niveau offensif. Donc évidemment, c'est très bien. Et puis, en plus, il y a un aspect, on va dire, pour rester un peu dans le sportif et dans le court terme, il y a un aspect aussi, mine de rien, de compétitivité assez énorme, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'en début de saison, on ne s'attendait pas forcément à ce que les Pacers soient aussi bons. Là, on est sur une saison où, pour l'instant, ils sont dans le top 4, top 5, je crois, au moment où je parle. Ils ont été très longtemps dans le top 4, mais c'est vrai que depuis la blessure d'Haliburton, ils ont peut-être un peu descendu. Ouais, ils sont 7e pour l'instant. Donc voilà, ils sont dans la course au playoff, en tout cas. Et donc, forcément, bah oui, quand tu viens rajouter un joueur de ce calibre dans une équipe qui joue les playoffs, puisque ça a l'air d'être le cas, bah oui, ça fait du bien, évidemment. Donc voilà pour l'aspect sportif, mais donc pour revenir un peu sur un aspect peut-être plus large de cet échange, c'est tout ce qui est justement hors terrain. Et donc ce fameux hors terrain, c'est quoi ? Bah déjà en premier lieu, le prix. Puisque donc j'ai énoncé le prix qui a été mis sur la table par les Pacers, d'accord ? Mais ce que je n'ai pas fait pour l'instant encore, c'est de souligner à quel point est-ce que le prix est mine de rien assez élevé. Puisque rappelons aussi dans l'équation que Pascal Siakam est free agent dans quelques mois à peine. Donc, on avait pas mal de rumeurs de trade depuis quelques mois. Et d'ailleurs, le simple fait que Toronto s'en sépare enfin, c'est également motivé par ça, hein, par le fait de soit tu l'échanges maintenant, au tout dernier moment, ou alors tu le perds contre rien du tout. Ça, on se dirigeait vers ça, bien entendu. Donc, c'est aussi un élément important, cette free agency, qui fait que on se disait, finalement, c'est un excellent joueur, mais qui ne sera sans doute pas échangé avec une valeur si grande que ça en retour, à cause, justement, de son contrat. Et de sa situation contractuelle, puisque quelle équipe va mettre sur la table un énorme prix pour un joueur de calibre All-NBA ou All-Star, si vous voulez, mais seulement pour une location de 3 mois. Ben ouais, finalement, très vite, ça fait descendre les prix de manière drastique. Or, là, moi, pour parler un peu personnellement, je ne m'attendais pas à un prix aussi élevé. Là, j'ai vraiment été surpris de à quel point est-ce que Indiana a mis pas mal de choses sur la table. Bon, en l'occurrence Bruce Brown, que j'aime beaucoup, mais il faut bien quelqu'un pour faire l'équivalent en termes de salaire. Donc, à la limite, ok, surtout qu'on le remplace par un meilleur joueur, donc pas trop de débat là-dessus. Mais ce qui est assez important, tout de même, je trouve, et ce qui est assez conséquent, c'est le nombre de picks que les Pacers ont envoyés. Mine de rien, 3 futurs premiers choix de draft pour un joueur qui, si ça se trouve, d'ici 2-3 mois, enfin non, pas 2-3 mois, mais d'ici 6 mois peut partir, mais en ayant joué que quelques mois à peine chez les Pacers, ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est là-dessus où moi j'ai été assez surpris de ce prix, hein, finalement, qui est un prix élevé, et j'aurais pensé qu'il serait parti pour beaucoup moins, non pas à cause de son niveau, mais de son contrat. En l'occurrence, je pense que, et ça a été un peu confirmé, je pense qu'en effet, si les Pacers ont appuyé sur la gâchette, comme on dit, et ont été prêts à mettre ce prix-là, c'est parce qu'ils doivent avoir, mine de rien, certaines certitudes, sans doute, à propos de ce trade, et à propos, en fait, de la re-signature de Siakam. Je pense, hein, alors peut-être que je me trompe, et de toute façon, même s'il y a un accord, et même s'ils se sont entendus, il n'y a rien d'officiel, évidemment, parce que c'est interdit, mais voilà. Ça reste risqué, mais je pense tout de même que si Indiana a bien voulu faire cet échange, c'est parce que, au grand minimum, ils pensent avoir plein d'atouts pour le convaincre, et au maximum, ou probablement, ils ont peut-être déjà un peu commencé à discuter avec Siakam, ou alors indirectement avec Siakam via Masai Ujiri ou via des gens à Toronto, je ne sais pas, mais bref. Je pense que s'ils ont appuyé sur la gâchette et qu'ils ont déclenché ce trade, c'est peut-être qu'ils ont eu des retours que on pourrait se mettre d'accord d'ici quelques mois. Peut-être qu'ils ont eu des retours comme ça, officiels, officieux, de la part de Siakam. Je pense. Hein.
Je pense, parce que c'est quand même une somme assez importante à mettre sur la table en termes d'assets, hein, mine de rien. 3 futurs premiers choix de draft pour une équipe qui, on va en parler aussi, mais ne peut pas se permettre de dépenser sans compter ses atouts parce qu'ils n'ont pas l'attrait de certains autres marchés en termes d'attractivité sur le marché. Donc, d'autant plus, je veux dire. Les Pacers ne peuvent pas dépenser sans compter et sans un minimum d'assurance, je trouve. Donc, c'est là-dessus où je me dis, bon, le prix est élevé. Je m'attendais à beaucoup moins, donc sans doute que si le prix est à ce point élevé, les Pacers doivent avoir un peu de certitude. Même si, bon, bah oui, c'est interdit. Hein. C'est ce qu'on appelle le tempering. Et c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est puni. Hein. Non pas par la loi, mais par la NBA. On n'a pas le droit de discuter, hein, bien sûr. Ça fait partie des règles. Mais bon, en même temps, il y a aussi comment dire, il y a aussi le de facto. Hein. Voilà, vous avez plein de free agents qui signent à minuit et 1 minute, qui signent avec un contrat déjà bien entendu à la free agency, je veux dire. Comme si, en même pas 1 minute ou 30 secondes, les mecs avaient eu le temps de se mettre d'accord et n'avaient pas discuté avant le début de l'ouverture de la free agency. Non. Ça arrive tous les ans, on le sait tous. La NBA ne punit pas parce que ça fait aussi partie du spectacle, hein, ce côté finalement, l'événement de la free agency et du début de la free agency, c'est bon pour le business. Donc, comment dire, on détourne un peu le regard, sauf quand on a des cas un peu graves ou qui vont un peu loin là-dessus. Hein. Rappelez-vous l'affaire DiVincenzo et Bogdanovic, je crois, à l'époque, en 2020 ou 2021, je sais plus. Où il y a des affaires comme ça, bien sûr, hein, tout le temps. Il y en a certains qui sont punis, mais quand ils vont un peu trop loin, mais voilà, il y a un peu le côté de facto où le tempering, à moins que ce soit fait publiquement ou à moins qu'il y ait des preuves et que ça soit mal fait, du coup, on peut trop rien dire déjà. Surtout que, bon, les Raptors, mine de rien, les Raptors, ils s'en sortent pas mal, hein, on va en parler, mais ils s'en sortent pas mal. Ils ont eu un package obtenu pour 2 joueurs de fin de contrat, 2 packages assez énormes, hein, je trouve. Normalement, hein, la norme, c'est que quand tu as des joueurs en fin de contrat, voilà, comme le contrat est pas long et que, a priori, ce n'est que pour quelques mois, les offres en face ne sont pas grandes. Ça, c'est un peu la norme. Ça se passe comme ça d'habitude. Or, là, Toronto avait 2 joueurs de fin de contrat et pourtant, ils s'en sortent avec 2 contrats de package assez énormes en retour. Avec les Knicks qui ont envoyé RJ Barrett, mais surtout Quickly, et puis je crois des tours de draft, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, déjà, le fait d'avoir Quickly et Barrett, c'était pas mal. Et puis là, donc, Bruce Brown, qui va ensuite potentiellement peut-être être rééchangé, on va en parler, et surtout 3 premiers choix de draft, là encore, c'est un package très intéressant. Et donc, quelle est peut-être, désolé, hein, mais quelle est peut-être la recette magique de Toronto pour faire monter les offres sur des joueurs sur lesquels il est censé y avoir que des offres limitées? Peut-être que Toronto, en coulisses, il s'arrange un peu avec le joueur, il facilite peut-être les échanges entre certaines équipes qui font des offres et le joueur peut-être, hein, en disant on a telle équipe qui est intéressée par toi. Est-ce que toi tu serais intéressé par elle pour re-signer? Parce que si tu l'es, il serait prêt à mettre plus sur la table, quoi. Bon, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des discussions plus ou moins officieuses avec les Knicks pour dire OG, t'es gentil, là les Knicks ils te veulent. Bon, si tu leur dis que t'es prêt à re-signer avec eux, ou si tu me dis que moi je le répète, peut-être qu'ils seraient prêts à mettre beaucoup et que moi ça m'aiderait. Est-ce que tu serais OK pour re-signer aux Knicks? Peut-être, moi je pense. Surtout que on va revenir dessus, mais avec Anunoby en plus, je crois que Anunoby a changé d'agent pour prendre en agent le fils du président des opérations basket des Knicks. Il y a un truc comme ça dans l'affaire. Bref, et je pense que c'est un peu pareil côté Pacers et côté Siakam. Il est possible qu'il y ait eu un peu d'aide, on va dire, que chacun s'est un peu aidé. C'est-à-dire les Pacers qui essayent de récolter des infos pour signer Siakam ensuite. Toronto fait un peu de sondage pour dire Pascal, là Indiana est intéressé. Si toi t'es intéressé en retour, eux ils seraient prêts à mettre pas mal d'assets. Donc moi ça m'arrangerait en tant que Toronto. Voilà. Bref, on va pas s'attarder dessus. C'est plus rigolo qu'autre chose. Mais pour moi, on est un peu sur une situation où il y a sans doute déjà des premières rumeurs ou des bruits de couloir ou voire même des accords entre Siakam et Indiana, et même si c'était pas le cas,
et même si c'est que des trucs pas très concrets, bah, mine de rien, même sans accord au préalable, faut dire aussi que les Pacers sont une excellente situation en soi pour Pascal Siakam pour re-signer. Siakam va avoir 30 ans en avril, donc il est pas si jeune que ça non plus. C'est également quelqu'un qui en plus se repose pas mal sur l'aspect physique, hein. Non pas qu'il a pas de skills, mais voilà. Donc ça rentre en compte peut-être hein, dans la tête des franchises au moment de la free agency, bien entendu. Lui, au contraire, il est dans son prime et il va vouloir un gros contrat, ce qui semble normal. Donc je pense que lui va vouloir un contrat maximum ou pas loin, donc un joli chèque, on va dire. En l'occurrence, les Pacers pourraient avoir de la place pour un contrat maximum. Donc, premier élément capital, ce qu'on n'aurait pas eu en retour. Je sais pas moi, si Dallas, je pense pas que Dallas aurait eu la place pour lui offrir un contrat maximum s'il avait été échangé à Dallas, par exemple, ou d'autres équipes comme ça. Alors qu'Indiana, oui. Surtout que, en le récupérant, il me semble qu'Indiana récupère aussi ses bird rights, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que tu pourras lui offrir un peu plus d'argent, vu que tu as ses droits, que si tu le signais avec un chèque à la free agency. En l'échangeant avant, tu peux lui offrir un peu plus, ce qui est une règle dans le CBA pour s'assurer que, justement, pour donner un petit coup de boost aux équipes qui ont leurs joueurs, pour ne pas que les joueurs s'en aillent tout le temps à la free agency. Donc voilà, non seulement Indiana aura le cap, mais en plus, je crois qu'ils ont certains droits. Alors, je suis pas expert en salary cap, mais il me semble que c'était bird rights. C'est peut-être d'autres trucs appelés autrement, mais il me semble. Hein. Mais à revérifier, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, c'est pas mon domaine d'expertise. Tous ces petites nuances du salary cap. Donc voilà, il y a ça. Et puis aussi le côté compétitif d'Indiana, mine de rien, qui est une équipe jeune mais compétitive. Donc ça, c'est intéressant. Et qui, en plus, est non seulement compétitive, mais avec un effectif pas non plus débordant de talent. Donc en un sens, certains pourraient dire bah oui, mais peut-être que Siakam, justement, il veut aller dans une équipe compétitive, encore plus compétitive, avec des stars et gagner. Certes, il y a peut-être aussi un aspect où, à Indiana, il aura la place, et pas que dans le salary cap, il aura la place dans le jeu aussi d'être une star. Et ça peut compter, je pense. Parce que là, donc, on aurait une situation où Siakam pourrait avoir un énorme contrat et, en plus, dans le jeu, beaucoup de ballons, comme on dit, en tout cas beaucoup de responsabilités et en étant très haut dans les hiérarchies des Pacers. Deuxième option, voire même première, vu qu'on sait que Haliburton, c'est pas non plus quelqu'un qui va forcer le scoring, c'est pas non plus totalement, j'allais dire un gros mot, pardon, mais ce serait pas non plus choquant que Siakam soit l'an prochain en 2000, s'il re-signe, et l'an prochain en 2025 déjà, ça va vite, en 2025, c'est le joueur qui prend le plus de tirs aux Pacers, par exemple. Donc voilà, au-delà même du fait qu'il y a sans doute un peu des accords officieux, on va dire, ou des discussions qui ont commencé à être entamées, je pense aussi qu'Indiana a mis le prix parce que ils sont une très bonne situation pour Siakam pour re-signer. Donc voilà, tout le monde est un peu gagnant dans l'histoire. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que le prix est qualifié de élevé, à mon sens, c'est parce que il n'y a rien de sûr, bien entendu. Mais par contre, si Indiana arrive à re-signer Pascal Siakam, là oui, franchement, c'est pas non plus un prix qui est si énorme que ça. 3 premiers tours de draft. Surtout que, bon, je sais que là-dessus, je diffère pas mal de beaucoup de monde, pour le coup, mais il faut quand même se rendre compte qu'on a tendance souvent à un peu surestimer la valeur des choix de draft. Ça a été un peu, ces dernières années, une gradation constante et presque sans fin en termes de nombre d'assets et notamment de tours de draft à inclure dans des trades. À chaque fois, la nouvelle star sur le marché qui était échangée, elle mobilisait de plus en plus de tours de draft, hein, depuis Paul George jusqu'à Mitchell, Rudy Gobert, etc. Voilà. À chaque fois, il y avait de plus en plus de tours de draft mis dans la balance. Bon, il faut aussi se rendre compte que, déjà, quand vous êtes Indiana et que vous récupérez Siakam, votre pick il va être moins bon, parce qu'il va être plus bas. Donc en tant qu'équipe compétitive, plus vous êtes compétitif, plus votre choix de draft, évidemment, va être bas. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais aussi, je crois que d'un point de vue très, très probabiliste, en fait, la vraie valeur d'un futur tour de draft, en réalité, elle est plus basse que ce qu'on ne pense, en fait. Parce qu'on a aussi un biais, et à chaque fois, on ressort le coup de ah bah lui, il a explosé en tant que 18e ou 24e pick de draft,
il a explosé, et lui, en plus, à la base, lui, c'était le pic de Intel. Lui, c'était, je sais pas moi, il a explosé, et c'est devenu un très bon joueur, alors qu'en fait, c'était le 24e pic qui appartenait à Boston, ou qui appartenait à je sais pas qui. Donc on a un peu ce côté, il y a certains cas marquants, qui nous marquent, précisément. Donc il y a certains cas un peu qui ressortent du lot, bien entendu, et je me demande à quel point ça crée un biais aussi, ce genre de choses. Il y a toujours ce truc de quand un joueur explose et devient bon alors qu'il a été drafté plus bas, on voit toujours ça comme une bonne affaire, et du coup on applique un peu le raisonnement à l'inverse de dire n'importe quel pic du premier tour peut être une bonne affaire. Or, c'est vrai, n'importe quel pic peut être une bonne affaire, mais est-ce que dans les faits, n'importe quel pic l'est? Non, pas forcément. Les pics ont plus de valeur en tant que futur pic à utiliser, un peu dans ce côté idée théorique de ce que peut être le pic, que en termes de valeur réelle. Puisque d'un point de vue très simple et très probabiliste, la probabilité qu'un choix du premier tour devienne un bon joueur, je parle même pas dans le star, un bon joueur, elle est extrêmement faible. Et sans doute beaucoup plus faible, que ce qu'on pense intuitivement. Si vous allez un peu regarder les stats qui sont faites sur les 20 ou 30 dernières années, de à quel point est-ce que un choix du premier tour devient un bon joueur, on est sur des pourcentages beaucoup plus bas que ce qu'on pense, et surtout, en fait, presque il faut séparer deux catégories qui sont les choix du top 10, allez, top 15 si vous voulez, mais surtout les choix du top 10 et les autres. Donc il y a aussi cette vision probabiliste qui est très simpliste, et chaque cas est évidemment très particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que le prix de base a l'air très cher, 3 futurs choix de draft, mais parce qu'on est aussi parfois coincé dans cette théorie de la valeur du choix de draft, en fait. Et qu'en réalité, dans la majorité des cas, ça vaut le coup d'échanger pas mal de choix de draft, parce que probablement que le joueur qu'on obtient en échange va être largement meilleur que même la somme cumulée des joueurs draftés avec ces choix-là. Moi, c'est toujours un peu le même exemple que je donne. À l'époque où Malcolm Brogdon était aux Pacers, d'ailleurs, justement. À l'époque, je crois que c'était 2022, un truc comme ça. Imaginez, à l'époque, Houston avait dit on veut Malcolm Brogdon contre 2 futurs premiers choix de draft. Vous auriez dit waouh, c'est une offre énorme. 6 mois plus tard, les choix sont dépensés. Vous revenez voir Indiana, vous dites ok, on veut Malcolm Brogdon contre Ousmane Garouba et Josh Christopher. Là, de suite, et à l'inverse, vous êtes Indiana à l'époque, avec Malcolm Brogdon, vous dites non, mais l'offre, elle est pas assez bonne, quoi. Ça vaut rien. En tout cas, ça vaut beaucoup moins bien. Bref, petit exemple comme ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense, c'est que les pics ont surtout une valeur théorique, et parce qu'on se projette aussi beaucoup dans ce genre de choix, et parce qu'il y en a certains, effectivement, certains qui marchent très bien entendu. Donc, il y a toujours un peu ces exceptions qui nous font un peu nous mordre les doigts, ou en tout cas qui alimente un peu ce biais, mais qui est un peu un biais, en tout cas un raisonnement déraisonné, justement, j'ai envie de dire, parfois. En vérité, là, les choix d'Indiana, a priori, je pense, vont être hors de la loterie, donc ça va être 3 choix après la 15e place, ok. Donc déjà, on ne parle pas de choix très haut, on parle surtout de choix de deuxième partie du premier tour. Donc voilà, je dis ça aussi pour nuancer un peu la hauteur de l'offre, on va dire. Mais bref, donc c'est vrai que le prix semble un peu cher, mais déjà, attention à ne pas surestimer la valeur de ces pics de draft. Première chose, surtout quand ce ne sont pas des pics qui vont atterrir dans le top 10 de la draft. Premier élément. Et puis deuxième élément, si en plus, ils ont un peu des bruits de couloir, on va dire, on va appeler ça gentiment, si en plus ils ont déjà un peu un accord, ou en tout cas qu'ils arrivent à le re-signer, ouais, l'offre, elle sera largement... ça vaudra largement le coup, en fait. L'offre aura été relativement peu chère pour acquérir un tel joueur. Parce que imaginez, certes, un choix du premier tour, ça peut faire... oui, parfois ça peut être... en tout cas, on peut imaginer que ça soit du Desmond Bane, du Walker Kessler et du Jaden McDaniels. Ok. Ça, c'est un peu ce qu'on s'imagine à chaque fois. On a un peu ce biais de s'imaginer le meilleur scénario possible. Sauf que, si ça se trouve, ça peut être aussi R.J. Hampton, Malachi Flynn et Josh Christopher. Ou bien
Dayron Sharp, Bones Island et Dylan Windler. Donc voilà. Donc déjà, il y a cet aspect au niveau du prix par rapport à tout ce qui est un peu hors sportif. Et puis, surtout, ce qui m'amène aussi à un autre point, c'est l'importance de la création et de la rétention de valeur. Et je pense que l'exemple des Pacers l'illustre assez bien, puisque à la base, l'été dernier, ils avaient pas grand-chose, il y avait même que du cap space. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont un peu surpayé Bruce Brown par rapport au marché, et c'est comme ça qu'ils l'ont obtenu. Ils l'ont surpayé, donc on peut se dire, bon bah ok, vous êtes gentil, vous l'avez, mais bon, c'est quand même plus cher que, que ce qu'il ne valait sportivement, même s'il sortait d'un run de playoff très bon, et que c'était un excellent joueur. Ok, mais mine de rien, par rapport à sa valeur sportive, on va dire, il a été un peu surpayé, sauf que, ensuite, 6 mois plus tard, tu transformes ça en Pascal Siakam. Et pour le coup, j'insiste d'autant plus parce que, vous le savez, historiquement, Indiana est un petit marché, comme on dit. Bon, même si je suis pas fan de l'expression, mais en effet, ils n'ont pas une énorme attractivité sur le marché des free agency. D'ailleurs, ils n'ont quasiment jamais obtenu de free agent, hein, les Pacers. Je me demande quelle serait... c'est quoi, c'est David West, peut-être? Leur plus grosse signature de free agency dans leur histoire, ou pas loin? Je pense, à l'époque, en 2012, où d'ailleurs, David West avait choisi Indiana plutôt que Boston de Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce et Rondo, à l'époque. Et du coup, il s'était frité un peu avec les Celtics, mais bref. Mais voilà, si je m'en souviens plus de 10 ans plus tard, c'est que ouais, c'était un peu rare, quoi. D'habitude, les Pacers, vous le savez, c'est soit la draft, hein, Paul George par exemple, ou Reggie Miller, ou alors, comment est-ce qu'on obtient aussi sa star? C'est souvent par trade. Donc c'est là-dessus où, comme dit, hein, la rétention de valeur, elle est importante. Comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir Haliburton? C'est en sacrifiant quelqu'un qui avait déjà pas mal de valeur, Sabonis, et donc c'est comme ça qu'ils ont recommencé un cycle. Ils ont transformé la valeur de Sabonis en Haliburton. Et donc là, c'est pareil. Il y a 6 mois, ils avaient du cap space. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surpayé Bruce Brown pour l'avoir, ils l'ont eu, et ensuite ils l'ont rééchangé contre Pascal Siakam. Et je pense que, rebelote, c'est ce qui va se repasser. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Siakam mérite un contrat maximum. Je peux totalement entendre, hein. Il va avoir 30 ans en avril. C'est un excellent joueur, mais peut-être pas un go-to guy, comme on dit. En tout cas, certainement pas un top 15, top 20 NBA. Ok. Bon. Je pense que tout de même, les Pacers vont mettre un contrat maximum. Et toujours, en fait, dans ce jeu de rétention de valeur. Rétention de valeur parce que, déjà, si t'es Indiana, si tu le perds, t'es pas sûr de retrouver sur le marché ouvert, on va dire, sur le marché de la free agency, un joueur aussi bon, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, aussi parce que tu peux toujours le garder pour le rééchanger. Un peu ce qu'ils ont fait à l'échelle, à une autre échelle avec Bruce Brown pour avoir Siakam. Ils peuvent très bien faire la même chose avec Siakam pour ensuite avoir quelqu'un d'autre. Là, je le sens venir et tout le monde va critiquer son futur contrat maximum, évidemment, je pense. Mais sauf qu'en fait, Indiana n'a pas trop le choix et surtout, ils ont intérêt à le faire. Parce que, hors scénario un peu catastrophe où Siakam se blesse gravement, ou alors Siakam a un déclin très rapide et le contrat devient un contrat un peu boulé, hein, comme Kevin Love, par exemple, à l'époque. Mais en dehors de ça, il y a aussi un scénario où tu le re-signes, peut-être un peu plus cher que tu ne devrais, mais déjà, tu as la place. C'est un joueur de très bon calibre, et surtout, peut-être que il y aura une autre opportunité sur le marché plus tard, et que si ça se trouve, le fait d'avoir un tel contrat va te permettre de l'échanger contre un autre joueur. Soit un meilleur joueur, soit un joueur qui fit un peu mieux pour X ou Y raison avec l'effectif que tu as, par exemple. Peut-être que tu le surpayes aussi maintenant. Tu lui donnes 5 ans de contrat quand il a 30 ans, mais qu'en fait, tu utilises que les années 30, 31 et peut-être 32, mais qu'ensuite tu les changes. Donc tu auras surpayé et le contrat va paraître énorme, mais en fait, tu auras utilisé les bonnes années du contrat avant de l'échanger contre, je sais pas moi, contre un Jalen Brown ou un joueur de ce calibre-là. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, en tout cas, tu conserves cet espace, non pas en tant qu'espace vide pour signer quelqu'un, parce que quand tu es Indiana, cet espace vide, finalement, il ne sert pas toujours à grand-chose. Tu ne peux pas directement, avec beaucoup de cap space, avoir un fort joueur. Tu n'as pas cette attractivité-là. Mais par contre, tu peux construire petit à petit, hein, c'est ce qu'ils ont fait. De rien, ils sont passés à Bruce Brown surpayé. Et ensuite, Bruce Brown s'est transformé en Siakam. Et maintenant, donc, tu retiens cette valeur-là dans le salary cap sur un joueur comme Pascal Siakam qui peut ensuite, éventuellement même, être rééchangé par la suite d'ici quelques années, si tu as envie, s'il y a une opportunité ou voilà, s'il y a l'occasion. Donc, par rapport à son contrat prochain,
Peut-être que je m'avance, hein, et peut-être que d'ailleurs il va, il va pas signer aux Pacers, mais en tout cas, si c'est le cas et qu'il prend un gros contrat, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là de création de valeur et de rétention de valeur qui est très important dans ce jeu de salary cap et de trade avec les Pacers, surtout. D'autant plus que, on le sait aussi, hein, il y a aussi un aspect de compétitivité, et c'est une équipe, ce genre d'équipe justement de marché qui ne sont pas énormes, c'est le genre d'équipe avec des propriétaires qui n'aiment pas tanker complètement. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, ils ont réussi à avoir Liberton dans un trade. Ils n'ont pas tanké pour avoir un top choix. Ils sont passés directement de un cycle, on est milieu de tableau, avec Brogdon et Sabonis, à de suite, on a un peu les bases de la reconstruction. Mais sans passer par l'étape, on va être nul, mais très très nul. Parce que, encore une fois, nous on voit l'aspect basket, mais les propriétaires, eux, ils voient l'aspect très, très, très concret de l'économie, en fait, et du business. Et que certes, ça a du sens de tanker pendant 4-5 ans, ou 2-3 ans même, mais sauf que c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour, pour les rentrées d'argent. Voilà, eux, ils veulent aussi avoir une équipe compétitive. Donc voilà. Je pense que on a aussi cet élément-là à ne pas oublier que pas mal de propriétaires préféreront toujours un peu surpayer, quitte à avoir une équipe un peu moyenne et non parfaite, plutôt que de faire un full tanking, comme ça peut être le cas parfois à OKC, à Philadelphie ou d'autres éléments, d'autres contextes comme ça. Bref, donc voilà un peu pour les Pacers. Et puis, on n'a pas parlé de Toronto encore. Et c'est vrai que Toronto aussi est une situation assez intéressante parce que eux, donc, 3 choix de draft, même avec les nuances que j'ai mis tout à l'heure, c'est mine de rien 3 choix de draft pour futur, pour Toronto. Donc c'est pas mal à récupérer pour un joueur qui était en fin de contrat. Et il n'aurait peut-être pas eu ça ailleurs. Donc le prix est très bon, pour le coup, je trouve, pour Toronto, d'avoir à la fois Bruce Brown plus 3 futurs choix de draft. Jordan Nwora, qui est un extérieur qui a été de Milwaukee à la base, à l'origine, qui venait d'arriver aux Pacers. Bon, c'est sympathique, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, comme on dit. Et puis, Kira Lewis. Et pour le coup, Kira Lewis, c'est quelqu'un que les Pelicans avaient envie, dont les Pelicans avaient envie de se débarrasser, pour des raisons économiques, certes. C'est quelqu'un qui n'est surtout pas une certitude sportive, on est d'accord. Mais ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien. Et donc, quand tu es dans un cycle de reconstruction, plus tu arrives à accumuler ce genre de paris, plus tu as la chance que un de ces paris se révèle gagnant. Et donc, le fameux Kira Lewis, 13e choix de la draft 2020, mine de rien, qui n'a que 22 ans, bientôt 23, bon, ok, ce sera peut-être jamais une star, mais peut-être qu'il est encore assez jeune pour que tu le testes un peu, tu le passes au révélateur dans une équipe peu compétitive et où tu vas un peu pouvoir lui donner les ballons, peut-être que ça va s'avérer quelqu'un de pas mal, quoi. Parce que le joueur a des qualités, évidemment. Il n'a jamais vraiment eu sa chance, en tout cas, il n'a jamais réussi à gagner sa place dans un effectif compétitif des Pelicans, mais il a des qualités. Des qualités de meneur, des qualités de shoot. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui n'a rien coûté de récupérer Kira Lewis et qui est typiquement le genre de pari que tu peux faire dans une équipe en reconstruction. D'autant qu'ils n'ont pas eu de jeunes côté Pacers, c'est peut-être ça aussi. Ils ont eu 3 choix de draft, mais pas de jeunes côté Pacers, alors que, souvenez-vous, dans l'échange de Anunoby, ils avaient eu Quickley, qui était une pièce centrale, je pense. Là, ils n'ont pas réussi à harceler les Pacers pour avoir un Jarvis Walker ou un joueur comme ça. Mais bon, ils ont eu 3 picks. Et puis surtout, je pense que c'est potentiellement pas fini, puisque ils ont eu Bruce Brown. Et l'aspect intéressant, évidemment, avec Bruce Brown, c'est que c'est un bon joueur et que les Raptors, je pense, vont pouvoir le re-échanger. Alors, pour préciser d'un point de vue autorisation, c'est possible de re-échanger quelqu'un, mais la nuance, c'est qu'on ne peut pas le re-échanger avant 2 mois. Donc, d'ici la deadline, ça va être fini, mais on ne peut pas le re-échanger avec quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça la règle, hein, si j'ai bien lu ce matin. Mais voilà. Bruce Brown peut être re-échangé, c'est juste qu'il ne peut pas être re-échangé, par exemple, lui plus Jakob Poeltl, en tant que package, ils ne peuvent pas être échangés quelque part ensemble.
Bruce Brown peut être rééchangé, mais tout seul. Mais donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense que ce trade n'est pas fini. Là, ils ont eu 3 picks, plus Kira Lewis, plus Bruce Brown. Il est possible que d'ici un mois, le package soit encore plus gros, notamment en termes de picks ou de jeunes, parce que Bruce Brown aura lui-même été rééchangé contre quelque chose d'autre. Pour moi, c'est tout à fait possible et même plausible, parce que c'est un bon joueur qui peut aller dans n'importe quel contender ou même bonne équipe de playoff, je pense, et qui, en plus, là, actuellement, il est dans une situation à Toronto, il va débarquer où, bon, bah, c'est plus trop l'objectif, quoi. Je pense pas, hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense que l'objectif, c'est plus tellement absolument d'être compétitif à Toronto. Sinon, on n'aurait pas fait les échanges de Anunoby et Siakam, hein. C'est un peu la logique. Sinon, si vraiment ils avaient voulu accrocher le play-in, bah, ils auraient gardé Anunoby et Siakam, évidemment. Donc je pars un peu du principe que Toronto, c'est plus l'objectif. Donc, la meilleure utilisation possible de Bruce Brown, à mon avis, c'est pas de le garder. Même s'il ferait du bien pour aider à développer les jeunes autour, certes, mais il ferait encore plus de bien dans cette situation en tant que valeur à échanger. Et donc je pense que, en effet, c'est pas fini. Et en plus, l'avantage de Bruce Brown, c'est qu'il a un contrat qui est pas mal, parce qu'en fait, il avait signé un contrat non seulement un peu surpayé par les Pacers l'été dernier, mais surtout qui avait une structure un peu particulière. Déjà, c'était court terme. Donc, on te surpaye, mais sur court terme. Ça, on le savait. Et puis surtout, le contrat, c'est un 1 plus 1. Donc, une année 2024 plus 2025, mais en team option et pas en player option. Et ça, c'est une structure de contrat qui est très particulière et qui était aussi la raison pour laquelle on s'attendait à ce qu'il soit échangé. En cas de bonne opportunité, hein, il n'aurait pas été échangé tout court, je pense, de manière absolue, mais là, voilà, il y a eu une bonne opportunité. Il a été échangé, en effet, parce que son contrat est fait de telle sorte que ça encourageait un trade, en fait. Et l'avantage, donc, je dis, c'est que c'est une team option, c'est-à-dire que l'équipe qui va l'acquérir peut aussi soit choisir de le garder s'il est compétitif et il fait du bien, soit sinon, on peut aussi le couper. Et voilà, le contrat ne sera pas garanti en 2025 et Bruce Brown sera free agent. Donc c'est un double avantage, je pense, parce que ça peut être un asset finalement à la fois court terme, mais aussi moyen terme, selon comment les choses se passent. Et donc voilà, je m'attends plutôt à ce que Toronto, ok, on rajoute Kira Lewis en bout de banc, on va le tester un peu, peut-être en D-League, peut-être en NBA, on verra. On se débarrasse de Siakam, on a 3 picks, donc ça c'est cool. Et en plus, on peut aussi transformer Bruce Brown en quelque chose d'autre. Et donc, pour finir, quels sont les futurs quelque chose d'autre? C'est ça qui va être intéressant maintenant, c'est où va atterrir Bruce Brown. C'est aussi l'intérêt de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce trade maintenant, et pas à la trade deadline. Ils auraient pu attendre de voir s'il n'y a pas les offres qui pouvaient gonfler, et donc attendre la trade deadline, que Indiana leur donne un pick de plus ou 2, ou qu'une autre équipe vienne mettre quelque chose. Voilà, au buzzer, hein, les fameuses enchères eBay. Mais non, je pense qu'ils ont fait ça maintenant aussi pour avoir le temps de rééchanger Bruce Brown. À mon avis, le timing fait partie de l'équation. Bref, et donc, quels sont les contenders qui non seulement sont intéressés, et en plus auraient la possibilité d'avoir Bruce Brown? Bruce Brown qui, à mon avis, selon moi, est un joueur qui peut passer entre 25 et 30 minutes par match en playoff sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc un vrai joueur de rotation de playoff, et qui en plus coûte 20 millions. Avec même ce bonus, comme j'ai dit, hein, du 1 plus 1 et de la team option, donc qui pourrait même être en fin de contrat si une équipe le voulait. Et donc à peine 20 millions, ce qui peut paraître beaucoup, et ce qui est beaucoup, c'est vrai, mais qui, je veux dire, n'est pas un contrat à 25, 30, 35 qui va être difficile à échanger en fait. 20 millions, c'est relativement facile à monter comme trade, en termes d'arriver à créer une compensation salariale. Donc, ce qui fait qu'on a pas mal d'équipes, à mon avis, qui pourraient être intéressées. La première, qui me paraît assez évidente, c'est le nez au milieu de la figure, hein, c'est New York. Alors vous me direz, ils ont déjà assez derrière, hein, New York, ils ont même... ils avaient trop derrière, ils ont échangé Quickley et Barrett. Je pense que New York est intéressé. Évidemment. Défense, Tom Thibodeau, playoff, expérience, défense, encore une fois, surtout défense au point d'attaque.
voilà, je pense que New York est intéressé de rajouter cette pièce dans l'équation, surtout que, bon, je sais pas trop ce qui se passe avec Quentin Grimes. Ça n'a pas l'air d'être l'amour fou comme c'était le cas l'an dernier, mais bref. Je pense que Thibodeau, si tu lui donnes le choix entre Grimes et Bruce Brown, ça va lui plaire aussi d'avoir Bruce Brown dans sa manche. Donc voilà, je pense que les Knicks sont intéressés. Et puis ce qui est bien pour les Knicks, c'est l'aspect salarial. Parce que là, il y a une opportunité de salary dump. Evan Fournier, qui ne joue plus chez les Knicks, malheureusement. Donc tu pourrais remplacer un joueur qui ne joue plus par un joueur compétitif qui dans une équipe de playoff normale, pourrait faire entre 25 et 30 minutes, et qui, sous Thibodeau, peut en faire 40, hein, assez clairement. Mais voilà, première option pour moi, ce serait les Knicks. Donc Evan Fournier pour les salaires, pour équilibrer les salaires, plus évidemment un ou plusieurs pics, je pense. Sinon, Toronto va dire non. Hein, ils n'ont aucune raison d'encaisser Fournier pour rien. Mais si tu fais un package Fournier plus un pic, ça peut marcher. Est-ce que je ferai Fournier plus Grimes? Non, clairement pas. Mais Fournier plus pic, ouais, je le tente. Pic, ça peut être premier tour ou alors plusieurs du deuxième tour. Hein. C'est aussi envisageable, je pense. J'avais pensé aussi à Cleveland parmi les options qui pourraient faire du bien. Pourquoi pas Caris LeVert, même si j'ai l'impression que Cleveland est plus fan de LeVert que moi. Mais LeVert est autour des 15 millions, donc tu pourrais organiser un trade autour de Caris LeVert, plus des petits trucs autour, de type Ty Jerome aussi, qui a un petit contrat. Éventuellement Dean Wade. Éventuellement, même si je suis pas convaincu, mais quoique, Isaac Okoro aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait marcher en termes de salaire, je pense. Mais voilà, c'est une option Cleveland, je suis pas sûr qu'ils la fassent, mais en tout cas, ils sont là en option. Miami aussi, tiens, avec un certain Kyle Lowry qui gagne 29,6 millions d'euros cette année. La complication, c'est que, comme dit, hein, Bruce Brown ne peut pas être échangé en compagnie de quelqu'un. Donc, il y aurait des petits trucs à faire niveau salary cap, hein, parce que tu peux pas... ça marche pas au niveau de la balance. Miami ne peut pas envoyer 29 et recevoir 20. Enfin, Miami, si, ils peuvent, mais par contre, Toronto ne peut pas encaisser les 29 de Lowry en envoyant en retour que 20. Mais, bon, il y aurait peut-être un trade à faire à côté, peut-être un trade à 3, peut-être, voilà, des petites opérations financières, mais Kyle Lowry qui est en fin de contrat, qui est très vieux. Bah tiens, d'ailleurs, je n'ai même pas pensé, mais qui pourrait revenir à Toronto. Mais ouais, je pense que c'est une possibilité. Malheureusement, même si moi j'adore Kyle Lowry, mais Bruce Brown contre Kyle Lowry, plus certains trucs, ou avec certains trucs, vous avez compris un peu l'idée, mais globalement, la structure du trade, ça pourrait être ça, je pense. Les Sixers aussi. Philadelphie, option un peu évidente, puisque Marcus Morris touche autour de 17 millions d'euros, je crois, donc pareil, hein, Marcus Morris plus 2-3 petits trucs, éventuellement du choix de draft, un choix de draft ou deux, ou alors du deuxième tour pour convaincre Toronto. Mais voilà, on a un trade, ou en tout cas une structure de trade qui peut marcher, et qui serait intéressante à la fois pour les Sixers pour ajouter un bon joueur, mais aussi pour Toronto aussi. En retour, il y a un petit bon joueur en retour, ou alors un trade, un pick, éventuellement. OKC aussi, d'ailleurs, un peu dans ce moule-là du salary dump, puisque OKC a toujours Davis Bertans, mine de rien, hein, vous l'avez oublié peut-être, mais OKC a les 17 millions de Davis Bertans, qui je crois est encore le deuxième ou le troisième plus gros salaire de OKC en 2024. C'est un peu fou. Mais voilà, Bertans, 17 millions, plus éventuellement Pokusevski qui a 5 millions, et qui ne joue plus du tout à OKC. Voilà, hein, pour Toronto, quitte à être en reconstruction totale et tenter des paris, moi j'adore Pokusevski, qui est un pari très lointain, mais qui peut rapporter gros. Donc Bertans plus Pokusevski, par exemple. Ou alors un Treman aussi. Pourquoi pas aller chercher un Treman, vu qu'il n'y a plus beaucoup de place de porteur de balle côté OKC maintenant. Treman qui est un meneur backup, hein, un jeune meneur backup, encore si vous ne connaissez pas. Donc voilà, il y aurait peut-être des choses à faire aussi côté OKC, sans trop se déplumer. Mais bon, s'il faut, eux, ils ont aussi des pics à envoyer. C'est toujours intéressant de rajouter un joueur de cette compétence, je trouve, dans un effectif qui va jouer les playoffs, à mon avis. J'avais pensé aussi à Dallas, évidemment. Une première option qui est Tim Hardaway Jr. Moi, personnellement, je le fais, direct. Je pense que Bruce Brown est un meilleur joueur que Tim Hardaway Jr. Alors, il met moins de points par match. Hein, le théorème des points par match qui régit la valeur d'un joueur selon beaucoup.
bon, bah, malgré les points, malgré le différentiel de points, moi je préfère l'impact, surtout en playoff, d'un Bruce Brown qui est plus complet, plus de défense, plus de polyvalence, mais je pense que Dallas aime bien Tim Hardaway, donc c'est pas non plus évident, mais je crois qu'au niveau des salaires, ça matcherait plutôt pas mal. Sinon, à Dallas, il y a une autre option que j'avais notée, c'était non pas autour de Tim Hardaway Jr., mais plutôt autour de Richaun Holmes, qui mine de rien à 12 millions, Richaun Holmes, plus, non pas Stephen malheureusement, mais Seth Curry, qui est pas en grande forme cette saison, qui est à 4 millions, donc ça nous fait autour de 16 millions à envoyer à Toronto, plus éventuellement des pics, plus éventuellement un jeune ou deux, je ne sais pas, mais il y aurait une bonne structure de trade à faire pour Dallas, je pense, avec quelqu'un qui apporterait pas mal, à mon avis. Et puis j'avais pensé aussi également, les Lakers, bien sûr, hein, même si sur le papier, une offre qui pourrait marcher, mais il y en a plein, hein. Il y a aussi Gabe Vincent, mais une offre qui pourrait marcher, ce serait Rui Hachimura, plus, pour être un peu attractif aux yeux des Raptors, le rookie Hood Schifiano, je crois. Mince, j'ai perdu son prénom du coup. c'est Jalen. Voilà, Jalen Hood Schifino, pardon, excusez-moi. Ou en tout cas, un truc comme ça, mais les Lakers ont pas mal d'options possibles et différentes pour monter un trade pour Bruce Brown. Je pense que c'est une possibilité, évidemment. Sinon, nous avons aussi les Warriors. Je pense que Bruce Brown serait excellent aux Warriors, surtout un peu à la place de Gary Payton. Gary Payton qui est à 9 millions l'année, qui est souvent blessé. Bon, c'est un profil différent. Je pense que c'est un profil plus complet parce que Bruce Brown, il a aussi l'attaque, alors que Payton, c'est strictement défense, même s'il est meilleur sur la défense en elle-même. Et pareil, hein, Golden State, il y a pas mal d'options disponibles. On a du Gary Payton à 9 millions, Kevin Looney, 7 millions et demi. Pourquoi pas échanger Kuminga est à 6 ou 7, je crois. Bon, est-ce que j'irai jusqu'à échanger Kuminga pour à peine un an et demi de Bruce Brown? Peut-être pas. Est-ce que j'échangerai Kuminga? Oui. Contre quelque chose? Oui. Contre Bruce Brown? Je sais pas. Je pense que je me garde un peu la cartouche Kuminga pour l'échanger contre un truc plus gros, personnellement. Mais sinon, voilà. En tout cas, il y a l'option. Et puis, il y a aussi Moses Moody, qui est à 4 millions, lui. Donc voilà, est-ce que grosso modo, on peut pas arriver aux 20 millions de Bruce Brown via différentes options côté Golden State? J'avais aussi noté les Clippers, bien sûr, puisque chez les Clippers, on a mine de rien le contrat de PJ Tucker, qui est à 11 millions et qui est totalement non utilisé. Et puis, 11 millions de Tucker, plus Mason Plumlee, qui là est en train de revenir un peu en forme, en tout cas qui est revenu de blessure déjà, tout court, mais qui est dans la rotation désormais le 3e pivot, quoique, parfois il joue devant Daniel Theis, mais je veux dire, le truc c'est qu'on a une rotation aux Clippers qui est avec Zubats, il paraît qu'on dit, Zubats, Mason Plumlee et Daniel Theis. Je pense que l'option Daniel Theis, moi je le préfère défensivement. Il est moins passeur, mais est moins athlétique, moins option verticale au panier, sur pick and roll notamment. Mais l'avantage de Theis, c'est qu'il est meilleur en défense, pour moi, qu'il a le pick and pop, qui on l'a vu peut être utile, et puis surtout, Theis est moins cher. Donc, je pense que s'il faut trancher, peut-être qu'ils échangeront Mason Plumlee, parce que bon, là, ça sert un peu à rien d'avoir 3 pivots dans l'effectif, en fait. 3 pivots de rotation, alors qu'en plus, il y a pas mal de séquences où ils font du small ball complet sans pivot. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un monde, une probabilité que les Clippers gardent Zubats et Daniel Theis au final, et donc ils échangent Mason Plumlee et 5 millions de Mason Plumlee, qui peut aider à monter un trade. Donc PJ Tucker plus Mason Plumlee, 11 millions plus 5 millions, plus des petits trucs du genre Bones Island, qui est à 2 millions aussi. On s'en sert plus, Bones Island. Donc ça nous fait monter à 18, pardon. J'arrive plus à compter. À 18 millions déjà. Plus éventuellement un Brandon Boston Jr. aussi. Pourquoi pas hein, faire une fleur aux Raptors. Plus un deuxième tour de draft ou des trucs comme ça. Ça peut être un truc possible, je pense. En tout cas, ça marche en termes de salaire. Ou alors, il y a aussi une autre option qui est l'option Norman Powell. Mais lui, ça pourrait être un échange sec Norman Powell contre Bruce Brown. Mais s'il y a moyen, et si j'y arrive, je ferai plutôt l'option évidemment PJ Tucker, Mason Plumlee plus Bones Island.
plus Brandon Boston Jr., plus tour de draft et tout ce que... Kobe Brown aussi, je sais pas, il y a des rookies par là. Bref, les Clippers, c'est une possibilité. Et puis, j'en ai une autre. Je me demande si c'est possible. Et c'est une option qui me plairait énormément. Et c'est l'option, attention, des Milwaukee Bucks. Je pense que c'est possible. Et je pense que ce serait génial parce que, comme on l'a dit et comme on l'a répété depuis le début de saison, la défense de Milwaukee, c'est une défense en drop, donc avec l'intérieur qui reste très bas sur le pick and roll, qui marchait très bien et qui a toujours très bien marché, mais qui marche un peu moins bien cette année, notamment parce que dans le drop, comme l'intérieur reste très très bas, ça laisse beaucoup d'espace dans la mi-distance, mais c'est un peu le but, mais il ne faut pas non plus laisser trop d'espace et un tir trop facile. Et donc, c'est là-dessus où, dans un drop, l'importance du défenseur, non pas intérieur, mais porteur de balle, est aussi très grande. Dans un drop, il faut que l'extérieur soit aussi capable de vite traverser l'écran pour contester le plus vite possible ou par derrière le tir. Parce que sinon, c'est un tir trop facile. Si Brook Lopez il attend bas et qu'il donne de l'espace, mais que le jump shot est trop facile parce que l'extérieur est coincé dans l'écran, bon bah ouais, ça devient trop facile. Donc, c'est un peu dans cette optique que je me dis, est-ce que rajouter un défenseur du point d'attaque, comme on dit, en premier rideau, avec Bruce Brown, qui est un magnifique navigateur d'écran, est-ce que ça pourrait pas servir, finalement, avec le drop de Milwaukee, d'essayer un peu de redevenir une bonne défense, parce que c'est un peu cata pour l'instant sur ce début de saison, même si, voilà, il n'y a pas que cet élément-là qui est la cause des problèmes défensifs des Bucks, je pense, mais c'est un élément et un élément important. Et donc maintenant, il faut essayer de faire entrer le salaire de Bruce Brown chez les Bucks. Bon, ben là, comment on fait ? Il y a une possibilité, pour moi, c'est de mettre à la fois Pat Connaughton, 9 millions, plus Bobby Portis, qui est à 12 millions. Bon, là où ça serait dommage, côté Milwaukee, c'est que tu récupères un extérieur, certes, mais contre un intérieur, notamment. Et donc, tu te déplumes un peu de celui qui est ton troisième intérieur. Donc, avec personne en retour à l'intérieur, voilà, ça fait peut-être une rotation un peu short. Sauf que, premièrement, moi, j'ai moins de scrupules à me séparer de Bobby Portis. Éventuellement, tu peux faire ça et ensuite voir s'il n'y a pas une option pas chère sur le marché, ou alors même sur le marché des buyouts. C'est possible. Juste recruter quelqu'un pour faire le nombre, grosso modo, pour moi, c'est possible. Et c'est pas grave si en playoff, tu passes 48 minutes d'un match avec Brook Lopez et Giannis qui se partagent un peu les minutes, on va dire. Mais surtout, pourquoi est-ce que je suis d'autant plus motivé pour faire ce trade si je suis Milwaukee ? C'est que Jay Crowder revient. Et oui, on l'a un peu oublié, mais Jay Crowder est à Milwaukee et Jay Crowder est effectivement un joueur capable d'assurer ce rôle-là pour moi. C'est pas un vrai intérieur comme Bobby Portis, poste 4 un peu à l'ancienne, ok, mais il peut totalement jouer ce rôle, et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, du poste 3, 3-4, on va dire, le 4 small ball. Et vu un peu les performances défensives de Bobby Portis, qui pratique des schémas en plus très différents, finalement, il n'est pas là pour faire du drop, Bobby Portis, donc tu perds pas non plus grand-chose là-dessus. Tu as toujours d'ailleurs Robin Lopez qui est sur le banc si tu veux un backup qui fait du drop. Mais voilà, je pense que pour faire du edge, comme fait actuellement Bobby Portis, Jay Crowder, il peut totalement le faire. Crowder, il est assez costaud pour faire du edge, pour tenir un peu du post-up quand il faut, et en plus en apportant le spacing. Donc voilà, si vraiment, moi je préfère l'option avec Bruce Brown plus Jay Crowder utilisé en tant que troisième intérieur de la rotation, plutôt que actuellement garder Bobby Portis et Pat Connaughton et ne pas avoir Bruce Brown. Donc voilà, c'est un peu mon choix, mon wild pick pour les trades. Je ne sais pas si la prévision va s'avérer vraie ou pas. Je pense que non, vu que je l'ai dit. Mais voilà, ce serait excellent pour Milwaukee, je pense. Sans parler même de la polyvalence offensive de Bruce Brown, qui permettrait aussi à Lillard de cibler des joueurs un peu mauvais en défense. Notamment parce que Bruce Brown est un excellent poseur d'écran et un joueur qui peut jouer en tant que poseur d'écran, justement. Donc s'il y a une série de playoffs où il faut aller cibler Trae Young,
s'il y a une série de playoffs où il faut aller cibler Jalen Brunson parce que on n'a pas mis Jalen Brunson sur Lillard, on l'a mis sur Bruce Brown, on peut faire venir Jalen Brunson, l'attaquer comme ça. Donc voilà, il y a aussi un côté polyvalence offensive, évidemment. J'ai pas rappelé le profil de Bruce Brown, mais qui peut être génial dans pas mal d'équipes. Il peut aussi porter la balle, il peut aussi shooter en catch and shoot, etc. Donc voilà, joueur très intéressant. Les Knicks, Cleveland, Miami, les Sixers, qui je pense font partie des favoris. Milwaukee, OKC, les Clippers, Dallas, Lakers ou Golden State, pour moi. Il y a d'autres équipes, mais qui n'ont pas forcément les moyens, je pense. Par exemple, je ne vois pas Minnesota vouloir se séparer du contrat de Kyle Anderson pour Bruce Brown, par exemple. Mais voilà. Et donc, dans le lot, l'offre pour Siakam pourrait encore augmenter, tout comme d'ailleurs, vous savez, on avait parlé, mais le transfert de Lillard à l'époque, il n'était pas fini juste après le trade, puisque ensuite il fallait voir quelle serait la valeur obtenue en plus pour Jrue Holiday. C'est ce qui a été fait, et donc le total d'assets accumulés pour Lillard, côté Portland, il a été assez grand. Là, je pense que c'est un peu la même chose. On a eu la première partie du trade qui a été Siakam, 3 picks plus Kira Lewis, plus Jordan Nwora, plus Bruce Brown, qui lui-même ensuite peut être échangé contre d'autres choses supplémentaires. Donc voilà. C'est peut-être pas fini pour cet échange côté Toronto, mais en tout cas, côté Pacers, c'est fait. Pascal Siakam est un Pacers. On aura hâte de suivre la fin de saison compétitive, je l'espère, de la part des Pacers avec le retour de Haliburton. Et pourquoi pas une série de playoffs, ce serait cool. Et puis, à surveiller aussi la construction de l'équipe avec, on l'espère également, une resignature côté Indiana pour Pascal Siakam et une équipe des Pacers qui pourrait être très fun, encore plus fun, donc dès l'été prochain et dès la saison prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà pour ce petit format court, relativement tout de même, qui pour nos standards du Basket Lab, il l'est. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, mais si ça vous dit, bien entendu, le flux secondaire du Basket Lab où je mets tous les petits extraits, notamment. Et donc là en ce moment, je crois qu'en ce moment on se refait du Jabari Parker, on se refait Kevin Durant, je crois. Pourquoi est-ce que Kevin Durant... il y a un cas particulier autour de ça, etc. Et surtout donc pour les podcasts un peu d'urgence comme ça, d'actu, surtout pour de l'actualité très très fraîche, je mets aussi les extraits là-dessus. Donc si ça vous gonfle un peu les émissions complètes, abonnez-vous juste à ce flux secondaire, vous ne raterez rien de tout ce qui est un peu actu. Et donc voilà. Et donc la prochaine fois, je pense que ça va être un peu trop short pour le duel de joueurs mystères. La prochaine fois donc, lundi, comme tous les lundis, pour l'hebdomadaire. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci, comme d'habitude, pour vos petites étoiles. Je les ai vues, il y en a plein récemment qui ont mis des petites notes, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.